Si vous passez les concours BCE au printemps 2024, la violence est le thème sur lequel vous plancherez lors des épreuves écrites. Excelia vous accompagne depuis plusieurs mois déjà dans cette préparation avec un cycle de conférences philosophiques qui a accueilli Maxime Rovert et Julia de Finesse. Vous allez découvrir à présent une série de 3 podcasts réalisés avec nos enseignants-chercheurs, qui complétera cette aide à la préparation du concours. Bienvenue dans le premier entretien de la série Écho de la violence révise avec Excelia Business School. La violence du point de vue de l'éthique économique, de quoi parle-t-on? Avec Dr Cécile Esvan, directrice de l'IRSI, Institut de la responsabilité sociétale par l'innovation, professeure associée en éthique et en stratégie à Excelia Business School, et Caroline Hermé, directrice du Master Grande École. Cécile Esvan est diplômée de l'ESCP et docteur en philosophie de l'Université de Lyon. Bonjour Cécile, et tout d'abord merci de participer à nos podcasts et surtout merci d'être la première pour ce premier podcast sur le thème de la violence. Merci Caroline pour ton accueil. Je suis très heureuse de participer à cet échange sur la violence du point de vue de l'éthique économique à destination des classes prépa. Voilà, alors dans nos formations, nous assistons de plus en plus sur un management responsable des individus et des ressources comme garde-fou à un monde globalisé, sans règles fixes et qui apparaît souvent comme violent. Alors la préoccupation éthique de Marginal est devenue partie intégrante de la réflexion économique. Mais selon toi, comment l'éthique aborde-t-elle la question de cette violence ? Alors aujourd'hui, certaines entreprises sont devenues plus puissantes que des États. Elles exercent leur pouvoir, parfois de façon violente, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des communautés locales et vis-à-vis de la nature, par exemple. La violence de l'averse, de l'ouragan ou de l'irruption volcanique, celle du lion qui mange l'antilope, la violence dans la nature, en somme, n'est pas un sujet pour l'éthique. Cette violence fait partie de la nature. Elle a parfois des conséquences terribles pour les humains, mais elle ne pose pas de problème éthique. En revanche, la violence humaine, et l'entreprise est une communauté humaine, la brutalité de certaines paroles ou actions pose un vrai problème éthique. Pourquoi ? Si nous sommes choqués devant la brutalité humaine, c'est parce que l'homme n'est pas seulement un animal. On lui attribue une liberté, une intention et une capacité de choix qui rend sa violence maléfique. Pour sensibiliser les étudiants à cette liberté de choix, je commence souvent mes cours d'éthique en rappelant l'expérience de Milgram, qui montre la violence d'individus soumis à l'autorité qui oublient cette liberté de dire oui ou de dire non face à la violence. À l'inverse, comme le montre Michel Terechtchenko dans son livre très intéressant « Un style fragile verni d'humanité », c'est l'absence ou la présence à soi qui conditionne la conduite humaine face au mal. C'est essentiel dans la formation des étudiants, qui vont avoir des décisions à prendre, parfois des décisions difficiles, qui auront des effets violents pour certaines personnes ou groupes affectés par l'entreprise et qui engagent leurs responsabilités. En éthique, la violence définit une atteinte portée à la personne humaine, soi ou autrui, et vaut pour chacun. C'est important que les étudiants en soient très conscients. Alors, selon toi, la violence est-elle naturelle chez l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y peut rien, ou bien c'est le fruit d'un choix individuel, social, qui implique donc des responsables ? C'est une grande question qui divise les philosophes depuis Platon. Sur l'origine de la violence, 2 grandes thèses s'opposent. Selon la première, la violence est inhérente à la nature de l'homme. C'est la thèse de Machiavel, d'Hobbes, de Hegel, de Nietzsche. La deuxième dit que la violence survient à cause de la vie sociale et de ses contraintes, donc ça c'est Rousseau, et en particulier des contraintes économiques liées au mode de production, ça c'est Marx. Ainsi, chez Nietzsche, la violence, qui est l'effet naturel de la volonté de puissance, fait l'objet d'une apologie, qui rappelle le cynisme du Calliclès de Platon, dans le dialogue Le Gorgias. Calliclès dit que vivre, c'est essentiellement dépouiller, blesser, violenter le faible, l'étranger, l'opprimer ou tout au moins l'exploiter. À l'inverse, chez Rousseau, c'est la société et la manière dont elle instaure les inégalités à travers la propriété privée qui est à l'origine de tous les crimes et de toutes les violences. Marx développera cette critique du régime social existant, en l'occurrence le capitalisme, et plus précisément la propriété des moyens de production, qui contraint l'ouvrier à vendre sa force de travail et en faire une marchandise. Cette question
de l'origine de la violence est très bien traitée dans un film assez récent, Le Prophète d'Audiard, sur un jeune délinquant qui au départ n'est pas très violent, mais qui, confronté à l'univers carcéral, devient très puissant et très violent. Cette controverse sur les origines de la violence est toujours au cœur des débats, portant sur les relations entre l'entreprise et la société en éthique des affaires. Comment l'entreprise doit protéger ses parties prenantes et ne pas leur faire violence ? On a de nombreux exemples, il y a eu des procès l'an dernier qui ont défrayé la chronique à ce sujet. Donc les victimes, les parties prenantes victimes de violence, ça peut être les salariés, je fais référence au suicide chez France Télécom, les sous-traitants, on a fêté en 2023 l'anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza à Dhaka au Bangladesh. Ça peut être aussi les consommateurs, on a vu l'an dernier aussi le second procès Servier sur cette affaire. Et puis ça peut être aussi des communautés locales, il y a un procès également en cours, suite à la loi sur le devoir de vigilance, sur les projets de Total en Tanzanie. Donc voilà, quelques-unes des questions sur lesquelles on fait travailler les étudiants. Et puis, je voulais aussi donner quelques exemples sur lesquels j'ai été amenée à travailler très récemment avec des sociétés de gestion, avec lesquelles je mène des recherches en finance éthique et que je partage aussi dans les cours avec nos étudiants. Donc, parmi les questions qui se sont posées dans le cadre de cette recherche, un fonds éthique peut-il investir dans la fabrication d'armes aujourd'hui en Europe ? Peut-on faire de la publicité pour les opioïdes, même si c'est encore légal ? Quand on connaît la crise actuelle, est-il plus éthique d'investir dans Total Energy ou dans Tesla ? Est-ce qu'il faut plutôt choisir, pour éviter la violence, les énergies fossiles ou l'électrique ? Sachant que souvent, on se demande s'il n'y a pas simplement un déplacement entre des violences différentes, celles des effets du réchauffement climatique accéléré par les émissions carbone, ou celles des violences des conditions de travail dans des mines de cobalt ou dans l'extraction des terres rares. Donc ce sont des questions très complexes qu'il faut prendre le temps d'étudier en lien avec les acteurs de terrain, les entreprises qui connaissent les enjeux tels qu'ils se posent aujourd'hui pour ne pas passer à côté. Comment agir face à la violence? Alors, dans ce monde complexe, globalisé, où la violence est présente vraiment sous plusieurs formes, comme tu viens de nous l'exposer, que peut-on faire individuellement et collectivement face à cette violence? Et en quoi l'éthique et même l'éthique économique peuvent être une ressource? Alors, plusieurs attitudes sont possibles face à la violence. Faut-il prôner la non-violence ? Par exemple, en suivant l'exemple de Gandhi, comme en témoigne sa lettre à Hitler pour tenter de le faire renoncer à déclencher la guerre ? C'est une voie possible, qui a parfois un succès considérable, comme l'a montré Gandhi en Inde pendant l'indépendance. Mais la Deuxième Guerre mondiale a bien été déclenchée, donc la non-violence n'est pas toujours adaptée. Alors tu me demandais en quoi l'éthique peut être une ressource. Dans nos cours, nous essayons de mettre les étudiants en situation pour les aider à devenir plus responsables. Et on joue sur plusieurs leviers pour faire de l'éthique une ressource. Le premier, c'est d'apprendre à discerner, pour identifier quelle est la meilleure décision. Par exemple, pour Decathlon, après le début de la guerre en Ukraine, faut-il partir ou rester en Russie ? Nous travaillons à ce moment-là avec Tribord sur un cours. Dans le cas de dilemmes éthiques, parfois tragiques, où la violence est présente et parfois inévitable, nous partons de cas réels, construits avec les entreprises partenaires de l'école, pour apprendre aux étudiants à discerner. Le deuxième levier, c'est la pratique. Pratiquer cette éthique du juste milieu, de la justesse face à la violence. Max Weber disait que l'État avait le monopole de la violence légitime. On peut illustrer cela avec Poutine contre Navalny. Aujourd'hui, je disais en introduction que certaines entreprises, comme les grandes banques, les GAFAM, sont plus puissantes que les États et peuvent exercer leur pouvoir parfois en violant certains droits. Donc la question, c'est de voir comment ce pouvoir des entreprises peut être au service de l'intérêt général, de la société, et ne pas écraser les plus fragiles. Et pour ça, on regarde ce que font les entreprises, quelles sont les pratiques, quels dispositifs de gouvernance, dialogue avec les syndicats, lanceurs d'alerte, existent pour protéger les plus faibles face aux autres, face à des violences systémiques. On étudie aussi quelles sont les finalités sociales qui peuvent être visées pour équilibrer des contraintes économiques qui peuvent être fortes, voire violentes. Et on le fait par exemple avec les projets de recherche, avec les entreprises à mission, des entreprises qui ont des missions sociétales.
Par exemple, Léa Nature, Vlad, le groupe Keran, je cite ces exemples parce qu'on a travaillé avec eux, parce qu'ils sont situés là encore près des territoires dans les territoires des campus d'Excelia. Ils se fixent des finalités sociétales, des objectifs de sobriété en matière d'empreinte environnementale qui permettent de limiter la violence que l'on fait subir à des groupes vulnérables ou à la nature à travers les systèmes de production industriels. Ça fait l'objet de recherches partenariales de l'IRSI que j'anime à Excelia. Premier levier, discernement. Deuxième levier, la pratique. Et puis enfin, troisième levier, aider les étudiants à identifier leur marge de manœuvre, leur marge d'action et d'innovation. Je disais tout à l'heure que c'est grâce à notre liberté que nous pouvons inventer, faire des choses qui semblaient impossibles. Pour illustrer cela, je vais peut-être faire référence à un film qui est sorti l'an dernier et qui décrit la justice réparative. Il s'appelle « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Henry. Alors, il ne s'agit pas d'une innovation entrepreneuriale. Là, c'est une innovation juridique qui met en présence des personnes qui ont été victimes de violences avec des personnes qui les ont commises. Et c'est extrêmement intéressant. En entreprise, on travaille beaucoup sur l'innovation aussi, l'innovation sociale, sociétale. Je pourrais donner quelques exemples. La plateforme RSE, dans laquelle j'interviens en ce moment dans le cadre d'un groupe de travail réfugiés, s'interroge pour savoir comment les entreprises peuvent contribuer à un meilleur accueil, à une meilleure intégration des réfugiés. Ça peut permettre de répondre aux violences vécues par les migrants, qui sont, et je vais citer un autre film récent, qui sont bien décrits dans Moi, Capitaine, qui raconte l'épopée de 2 migrants. Et puis il y a d'autres initiatives, les joint ventures sociales, qui associent des acteurs de l'insertion avec des acteurs économiques classiques, là encore pour favoriser l'intégration de personnes éloignées de l'emploi. Les bureaux du cœur qui travaillent avec les entreprises pour leur proposer de loger des réfugiés ou des sans-domicile dans les bureaux. Donc toutes ces initiatives montrent que face aux défis contemporains de la violence, l'entreprise peut aussi faire beaucoup. Je te remercie, Cécile, de terminer sur une note positive par rapport à ce thème qui est quand même assez costaud. Donc, si je comprends bien, la violence individuelle, collective, est tellement liée à la nature humaine que c'est difficile de l'éradiquer. Toutefois, en tant qu'organisme de formation, en tout cas, on peut, justement par l'éducation et la formation, préparer nos étudiants, qui sont les futurs décideurs, à avoir une approche plus éthique, en tout cas plus responsable de cet environnement. Et donc peut-être on peut espérer préparer un monde meilleur, on peut toujours rêver, non ? Tout à fait. C'est vrai que c'est un sujet assez terrible et les derniers mois ne nous ont pas épargnés en termes de violence à de nombreux niveaux, de nombreuses échelles. On est des acteurs de l'éducation, de la formation et moi je me dis, en tout cas c'est ça qui m'amène à venir en cours et à être assez convaincue que ce métier a du sens, c'est qu'à travers ce type de formation, on peut aider les étudiants à la fois à conscientiser et à agir et à bien connaître, mieux connaître leur marge de décision, d'action, à travers à la fois les expériences qu'ils font en cours et puis le savoir qu'ils vont acquérir dans nos formations. Et j'ai assez confiance parce qu'on a pu voir, je prends l'exemple de l'association pour un réveil écologique qui a été créée par des étudiants d'école de commerce notamment, qu'ils peuvent vraiment être partie prenante et nous aider à créer demain ou contribuer à maintenir ce qu'il y a d'humain dans notre monde aujourd'hui. Merci infiniment. Merci Caroline.